Si je vous dis désert et Arizona, logiquement, vous pensez cactus, Lucky Luke ou encore road trip. Ben moi, je pense meurtre, démembrement et cadavre. Alors c'est sûr que, dit comme ça, vous devez vous dire que je ferais mieux d'aller consulter. Sauf que si ce sont ces éléments qui me viennent en tête, c'est parce que dans l'histoire que je vais vous raconter, il y a une personne qui a décidé de commettre un véritable massacre. Pour ça, le tueur s'est lourdement équipé avant de se lancer dans un crime particulièrement brutal. Et vous savez ce que c'est le pire dans tout ça ? C'est qu'il était au service de Dieu. Alors préparez-vous parce qu'on plonge dans une affaire criminelle qui va vous retourner le cerveau. Salut, c'est le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête criminelle où on va croiser 2-3 idiots. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les autres vidéos qui arrivent, et en plus moi ça m'aide beaucoup. Allez, on commence. Au mois d'octobre 2003, un groupe d'amis franchit les portes d'un commissariat de San Diego, en Californie. Ils viennent signaler la disparition de Joy Lynn Risker, une jeune maman de 25 ans qu'ils ont vue pour la dernière fois il y a 2 semaines maintenant. Et si l'on sait que certaines personnes peuvent avoir tendance à se refermer ou à prendre du temps pour elles sans forcément donner de nouvelles, c'est pas son cas. Évidemment, pour comprendre pourquoi cette absence inquiète tant les amis de Joy, faut d'abord savoir qui elle est. Née en juillet 1978 dans le Michigan, elle est la fille unique de Charles et Gwendolyn Risker. Ses parents divorcent quand elle atteint l'âge de 9 ans. Et son père retourne vivre à Détroit, sa ville d'origine. Seulement, après s'être séparé de Gwendolyn, Charles a également abandonné Joy. L'homme n'a pas cherché à maintenir le contact avec sa fille, ce qui l'a laissé avec un vide impossible à combler, et une question terriblement difficile à appréhender pour une enfant. Pourquoi papa m'a-t-il effacé de sa vie ? Ah ouais, commence bien cette histoire. Des suites de ce triste choix, Joy se retrouve donc seule avec sa mère dans la région de San Diego. De son côté, Gwendolyn fait tout ce qu'elle peut pour compenser l'absence de son ex-mari et offrir à leur fille une enfance stable. Elles deviennent alors extrêmement proches, pour pas dire qu'elles développent une relation fusionnelle. Joy est une enfant joyeuse, sociable, qui aime aller à l'église avec sa mère et participe activement aux activités paroissiales qui lui sont proposées. Mais quand elle entre dans l'adolescence, quelque chose bascule. Comme on le sait, c'est souvent un cap difficile à passer. Et il n'est pas rare que cette période délicate fasse remonter des blessures d'enfance non cicatrisées à la surface. Joy n'est jamais parvenue à surmonter le traumatisme provoqué par l'abandon dont elle a été victime de la part de son père. Et au fil du temps, son absence pèse lourd sur son moral. Elle commence donc à chercher des échappatoires. C'est comme ça qu'elle découvre les rave parties des années 90. Ces soirées électro où tout semble possible, et où personne ne juge personne. Ah ouais, et si je vais dans une rave party et que je dis pain au chocolat et pas chocolatine, personne va me juger là ? Joy, elle, s'y sent bien. Elle a des tonnes d'amis, s'éclate et vit sa jeunesse à fond. Elle a une personnalité pétillante, elle est toujours souriante. Et malgré son besoin viscéral de s'évader, elle essaie de ne pas froisser Gwendolyn, pour qui elle a un profond respect. Sauf que, sa mère s'inquiète de l'avoir traînée dans ce genre de milieu. Elle a peur que Joy parte en vrille, et qu'elle se perde dans cette vie d'insouciance en enchaînant fête sur fête. Alors, pour essayer de la ramener à un quotidien plus classique, Gwendolyn l'encourage à revenir à l'église pour renouer avec sa foi, qu'elle avait laissé de côté depuis un moment. La mère de Joy pense qu'avoir un cadre spirituel pourrait l'aider à trouver un équilibre, mais aussi à canaliser son énergie débordante. C'est ainsi qu'à l'âge de 16 ans, l'adolescente intègre le groupe de jeunes d'une église de San Diego qui n'appartient à aucun courant chrétien précis. Sans le savoir, Joy fait la rencontre qui va changer sa vie, en la personne de Sean Goff. Quand elle fait sa connaissance, il est le pasteur de jeunesse de cette église. Sean a une 30aine d'années. Il est bel homme, mais aussi très charismatique et intelligent. Il a une carrière impressionnante pour son âge, vu qu'à seulement 22 ans, il dirigeait déjà sa propre église. Sean a voyagé en Inde et en Russie pour des missions évangéliques. Et quand il parle de la Bible ou de spiritualité, il sait captiver son audience. Ses fidèles l'apprécient particulièrement parce qu'ils se sentent écoutés, compris, et même spéciaux à son contact. Pour Joy, qui manque désespérément d'une figure paternelle depuis des années, Sean devient rapidement un modèle. Il est plus âgé, rassurant et protecteur. En plus, quand il lui parle, il s'intéresse vraiment à elle et lui donne des conseils. Donc forcément, en la voyant accrochée de la sorte, Gwendolyn est aux anges. Elle se dit que cet homme de Dieu va sûrement parvenir à remettre sa fille dans le droit chemin. Gwendolyn fait entièrement confiance à Sean.
et le pousse même à passer du temps avec Joy. Pendant 3 ans, entre 1993 et 1996, il se transforme ainsi en une sorte de mentor pour elle. Sean la voit grandir, gagne sa confiance et devient naturellement la personne vers qui elle se tourne quand elle a besoin de se confier à quelqu'un. Joy gagne même le statut d'assistante personnelle du pasteur, tout simplement parce qu'après plusieurs années de partage, ils sont à présent inséparables. En 1996, la jeune femme fête ses 18 ans. Elle est officiellement majeure et a développé une admiration sans borne pour Sean, cet homme qui semble la comprendre comme personne. Alors quand il lui propose de venir vivre chez lui pour l'aider à s'occuper de son nouveau-né, elle accepte sans sourciller. Peu de temps après, elle emménage dans la maison des Goff à Kensington, un quartier de San Diego. Au début, cet arrangement fonctionne à merveille. Joy aide avec le bébé et les tâches ménagères, pendant que Sean continue de jouer son rôle de guide bienveillant. Bon, je pense qu'à ce stade, vous m'avez assez écouté pour voir la douille arriver. Vous avez compris qu'il voit plus en elle qu'une jolie gouvernante avec qui il s'entend bien. Mais il les recrute où, les pasteurs, sur les castings de films X ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à vouloir tirer sur tout ce qui bouge, c'est fou ça? Eh oui, leur complicité finit par les rapprocher au point qu'ils se mettent en couple. Et 1 an plus tard, Sean et Joy se marient sur la plage. Les années passent, et la jeune femme se bâtit une vie stable. En 2000, elle donne naissance à son premier enfant avec Sean, un fils. Juste après l'accouchement, Gwendoline vient faire la rencontre de son petit-fils à l'hôpital. Mais quelques heures après être rentrée chez elle, elle s'effondre et s'éteint le jour suivant. Joy vient de perdre sa mère, celle qui lui a tout donné, et la seule personne au monde en qui elle avait une confiance absolue. Ses amis racontent qu'elle a continué à pleurer Gwendoline pendant des années. Malgré tout, la vie a dû continuer. En 2002, Joy accouche de son 2e fils. Elle a donc maintenant 2 enfants qu'elle adore plus que tout au monde. Mais progressivement, quelque chose change en elle. Joy commence à s'isoler. Elle voit ses proches de moins en moins. Et quand elle les croise, elle leur avoue qu'elle étouffe. Elle dit qu'elle aimerait voyager, aller en Europe, et même s'inscrire à une école de cosmétologie, afin de devenir maquilleuse. Elle veut vivre sa vie et développer sa propre carrière de son côté. Parce que rester tapie dans l'ombre de son époux l'empêche de s'épanouir. Au cours du mois de septembre 2003, les amis de Joy la voient à l'occasion d'un mariage. Ce jour-là, Sean est constamment à ses côtés. Il la lâche pas d'une semelle. Sean, c'est un peu comme les pubs sur YouTube. Il est là, tout le temps. Les gens qui connaissent le couple trouvent son attitude franchement étrange, presque oppressante. Mais ils disent rien. Après cette soirée, Joy se volatilise. Elle ne passe plus d'appels et n'envoie plus de messages à personne. Pareil, quand on essaie de la joindre, elle répond pas. Très inquiet pour elle, ses amis contactent donc Sean, qui leur explique que son épouse les a brusquement quittés, lui et leurs enfants. Joy avait besoin d'air et a décidé de tout plaquer pour partir s'installer en Europe avec un certain Jason, l'un de ses ex, qui résidait dans le Massachusetts. Quand ils entendent ça, ses amis sont sous le choc. Mais surtout, ils en croient pas un mot. Joy voulait certes voyager et s'affranchir professionnellement, mais jamais elle n'aurait abandonné ses 2 fils après avoir tant souffert de l'absence de son père. Ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle, le 5 octobre 2003, le groupe d'amis dont je vous ai parlé au début de la vidéo se rend au commissariat pour signaler sa disparition. Par chance, les policiers ne tiennent pas compte de l'âge de Joy, comme c'est parfois le cas. Ils prennent immédiatement l'affaire au sérieux et convoquent Sean pour lui demander des explications. L'homme de 36 ans se présente quelques jours plus tard. Il est bien habillé, posé et s'exprime avec une grande aisance. Il n'est plus pasteur et travaille maintenant en tant que vendeur de matériel informatique. Il renvoie l'image de quelqu'un de normal, presque banal. L'explication qu'il donne aux policiers est la même que celle qu'il avait servie aux amis de Joy. Elle en avait marre de leur vie ensemble et voulait voir du pays. Alors elle a juste quitté les États-Unis au bras d'un autre homme. Sean dit être dévasté par cet abandon, surtout pour leurs enfants qui comprennent pas pourquoi leur mère les a laissés tomber si brusquement. Les policiers se demandent évidemment s'il dit la vérité. Et quelques jours après, un premier indice émerge. En effet, les amis de Joy commencent à recevoir des mails de sa part. Des messages dans lesquels elle explique qu'elle a besoin de prendre du recul et de découvrir le monde. Ça colle avec ce qu'a dit Sean. Sauf que pour les proches de la jeune femme, ces messages sonnent faux. Joy n'écrit jamais de cette façon. Et dans tous les cas, l'idée même qu'elle se soit envolée pour l'Europe, comme ça, sans un mot ou une explication, est tout bonnement absurde. Les enquêteurs décident alors de creuser et relèvent rapidement des incohérences dans la version donnée par Sean. Parce que quand ils contactent le fameux Jason, l'ex avec qui Joy est prétendument parti en virée, il leur dit qu'il n'a pas eu de nouvelles d'elle depuis des années. Il semble clairement ne même pas comprendre pourquoi on lui parle d'elle si longtemps après leur séparation. Et a priori,
Il n'a strictement aucune raison de mentir. Or, si Joy n'est pas avec cet homme, où est-elle ? Et avec qui ? Dans le but de le savoir, les policiers épluchent ses relevés téléphoniques en espérant pouvoir la localiser. Une entreprise vaine. Parce que le dernier appel émis depuis son téléphone date du 19 septembre au soir, vers 20h30. Un dernier coup de fil passé à Sean. Plus précisément, Joy a appelé ses enfants pour leur parler, et leur père était avec eux. Après ça, plus rien. Presque comme si elle avait éteint son portable. Fort de cette information cruciale, les enquêteurs retournent voir Sean pour le confronter. Et quand il est mis face à son bobard, l'homme se racle la gorge, puis change de version. Alors oui, en réalité, il s'est disputé avec Joy le 19 au soir. Suite à ce conflit, elle s'est énervée et enfermée dans sa chambre, mais le lendemain matin, elle était calmée. Retenez bien le « sa chambre », ça prendra du sens un peu plus tard dans la vidéo. Sean précise que le 20 septembre, il s'est réveillé et a vu Joy dehors, avec 2 valises argentées. Elle les a mises dans un SUV Lexus de couleur beige, puis elle est montée côté passager. Et la voiture est partie. Sean dit qu'il ne connaît personne qui possède une Lexus. En gros, même conclusion. Il sait pas où est Joy et le schmilblick n'avance pas. Les policiers prennent note de ces nouvelles déclarations. Mais forcément, ce volte-face éclair a éveillé leurs soupçons. Bah oui, pourquoi mentir là-dessus quand on n'a rien à se reprocher ? Quel intérêt ? Les enquêteurs peinent à le comprendre. Jusqu'à ce qu'au fil des investigations, un élément majeur remonte à la surface. Un détail que les amis de Joy n'avaient pas mentionné aux forces de l'ordre au début, parce que c'est particulier, voire gênant pour eux, et qu'ils ne savaient pas comment l'expliquer. En vérité, Sean n'est pas le mari de Joy. En tout cas, pas légalement. Leur cérémonie de mariage n'était légale qu'aux yeux de Sean, de sa compagne et de Dieu. À l'époque, le pasteur n'a pas pu réellement épouser Joy parce qu'il était déjà marié à une dénommée Sheila, depuis 1990. C'est ainsi que les autorités découvrent que Sean vit, ou plutôt vivait, vu que l'une d'elles est partie, avec 2 femmes en même temps. Joy et Sheila cohabitaient dans la maison de Kensington. Et chacun avait sa propre chambre. Sean passait ses nuits avec l'une ou l'autre à l'envi. Et il a 3 enfants au total. Il a 2 fils avec sa 2e compagne et un premier avec sa véritable épouse, le fameux bébé dont Joy était d'ailleurs venu s'occuper à la base. Sean a même eu une 3e femme pendant moins d'1 an, une dénommée Sharon, qu'il avait elle aussi pseudo-épousée en 2000. Ah ouais, il a l'air de faire chaud dans la maison du pasteur. C'est quoi la formation pour devenir grand pasteur ? Bon, Sharon n'est pas restée longtemps dans la famille, parce qu'elle avait des problèmes psychologiques assez sérieux et n'est pas parvenue à s'intégrer correctement. Sharon et Joy ne s'entendaient apparemment pas du tout. Sheila a même entendu des sons très étranges venant d'une chambre dans laquelle Sean et Sharon étaient enfermés. Des sons qui, selon ses mots, ressemblaient à un exorcisme. Sean affirme que c'est un autre polygame chrétien, rencontré en ligne, qui lui avait mis la pression afin qu'il prenne Sharon pour 3e épouse. Il avait alors traversé le pays pour aller la chercher. Mais sur le chemin du retour vers San Diego, il a réalisé que c'était une erreur. Ses problèmes psychologiques étaient très apparents. Et il sentait qu'il ne pourrait pas les gérer. Au début, il a voulu accomplir son devoir religieux en la gardant comme femme, mais il lui a finalement demandé de quitter sa demeure au bout de 8 mois. Ça devient n'importe quoi cette histoire. Bon, vous l'avez compris, Sean est polygame depuis de longues années. Il est sûrement plein d'autres trucs aussi, mais il ne s'en est pas vanté auprès des forces de l'ordre, ni même de ses proches. Life Wright, l'un de ses collègues et amis, l'a d'ailleurs découvert tout à fait par hasard en 1997. En recevant un mail envoyé par erreur. Dans ce message, Sean révélait qu'il avait secrètement officié une cérémonie de mariage pour s'unir à Joy. Non seulement la polygamie est illégale en Californie, mais à l'époque, elle menaçait aussi de faire scandale et de détruire leur employeur, un télévangéliste célèbre pour qui ils travaillaient tous les deux. Life a alors confronté Sean et lui a donné un ultimatum. Soit il avoue tout à la congrégation, soit il le fait lui-même. Mais le pasteur a refusé, au motif qu'il ne voyait aucun mal à être polygame, parce qu'il ne faisait que suivre les textes bibliques de l'Ancien Testament, conformément à ce qu'il avait menacé de faire. Life a donc révélé le secret de Sean à leur employeur. Ça lui a valu d'être expulsé de l'église et de perdre son emploi dans un ministère chrétien de renom. D'où le fait qu'il se soit retrouvé vendeur de matériel informatique. Cette histoire a porté un coup dur à sa réputation. Mais Sean n'a pas renoncé à son mode de vie atypique pour autant. Il s'est même associé à une communauté virtuelle de polygames évangéliques. Sur ces forums, Sean est à présent une sorte de mentor. Et il dispense des conseils à d'autres hommes chrétiens, déjà polygames ou en passe de le devenir.
Il y a gagné du respect et même une forme d'autorité. Sean y a exposé ses convictions, et elles sont claires. Pour lui, un divorce est signe que l'homme de la maison est faible, et qu'il ne sait pas diriger ses femmes. Un vrai mec doit être capable de gérer toutes ses épouses, et de maintenir l'harmonie dans son foyer. Autant vous dire que quand tout ça arrive aux oreilles des enquêteurs en 2003, alors que l'une de ces deux femmes restantes vient de disparaître, ça fait l'effet d'une bombe. Joy a-t-elle réellement mis les voiles comme l'a affirmé son pseudo-mari ? Rien n'est moins sûr. Pour les enquêteurs, découvrir que Sean est le roi des queutards, ça change complètement la donne. Parce que c'est pas juste une histoire de mari qui va voir ailleurs, c'est une situation complexe et inhabituelle, qui soulève des tas de questions. Est-ce que cette dynamique a un rapport avec la disparition de Joy ? À quel point ce ménage à plusieurs était-il consenti ? Est-ce que la seule épouse légale de Sean, Sheila, pourrait être impliquée ? Y a-t-il eu une dispute qui a mal tourné à cause d'une crise de jalousie ? Pour le découvrir, les enquêteurs convoquent Sheila Goff pour un interrogatoire. C'est une femme discrète et réservée, c'est-à-dire l'opposé de Joy, qui est très extravertie. Sheila explique aux policiers qu'elle a épousé Sean légalement à l'âge d'à peine 17 ans. C'était encore une adolescente quand il s'est uni à elle, donc il n'a pas eu trop d'efforts à faire pour la modeler à sa guise. Quelques années après leur mariage, Sean a développé une fascination pour ce qu'il appelait la polygamie chrétienne. Il a alors expliqué à Sheila que dans l'Ancien Testament, les patriarches avaient plusieurs femmes et que c'était bibliquement acceptable. Cette dernière a grandi dans une famille où l'homme était considéré comme l'autorité ultime du foyer. Et de toute façon, elle n'avait pas vraiment le choix. Soit elle se pliait à la volonté de son époux, soit elle les perdait lui et leur fils. Donc quand Sean a commencé à évoquer sérieusement le fait de prendre une seconde femme, elle a accepté, sans broncher, en pensant que c'était peut-être aussi la volonté de Dieu. En 1997, Sean s'est marié religieusement avec Joy. Et Sheila raconte qu'au début, ça fonctionnait. Les deux femmes se partageaient les tâches ménagères, la garde des enfants et la gestion de la maison. Mais ces dernières années, la frustration de Joy s'est faite de plus en plus présente, parce qu'elle manifestait le besoin d'avoir plus d'indépendance. Après avoir écouté patiemment Sheila, les enquêteurs lui posent la question qui leur brûle les lèvres. Où étiez-vous ? Le week-end du 19 septembre, le fameux jour où Joy a supposément disparu. Sheila explique qu'elle était en vacances à Santa Barbara avec les 3 enfants de la famille, parce que Sean lui avait demandé. Il voulait passer du temps seul avec Joy. Leur relation battait de l'aile, et ils souhaitaient mettre les choses au clair. En bref, ils avaient besoin de parler en tête-à-tête. Donc Sheila a quitté la maison à la mi-septembre avec les enfants. Les enquêteurs s'assurent évidemment qu'elle leur dit la vérité. Ils inspectent les données de géolocalisation de son téléphone portable et retrouvent divers reçus liés à des achats ou des repas pris dans la zone à cette période. Tout confirme que Sheila était bien à Santa Barbara, soit à plus de 350 km de Kensington, le vendredi 19 septembre, et ce, jusqu'au dimanche qui a suivi. Son alibi est donc béton. Pour autant, ça veut pas dire que les policiers n'ont rien appris d'intéressant en la questionnant, parce qu'elle a mentionné quelque chose qui les a fait tiquer. Sheila a raconté que Sean l'avait appelée à la fin de son séjour à Santa Barbara, plus précisément le 21 septembre, alors qu'elle était en voiture pour rentrer chez eux. Il lui a dit que les choses s'étaient pas bien passées avec Joy, et qu'elle était partie, avant de lui demander quelque chose de vraiment étrange. Sean a dit à Sheila qu'avant de s'en aller, sa seconde compagne s'était coupée dans sa chambre, et qu'elle allait devoir nettoyer ce sang quand elle rentrerait, forcément. Les policiers sont restés perplexes. Du sang ? Quelle quantité de sang peut bien laisser une simple coupure ? Sean a dit à Sheila que c'était rien de grave, juste une coupure. Et quand elle est rentrée de Santa Barbara, elle a effectivement trouvé du sang. Il y en avait dans l'ancienne chambre de Joy, dans la salle de bain adjacente, sur le lit et sur un matelas. Sheila n'a pas posé de questions, et a juste nettoyé, comme Sean lui avait demandé. Sheila, faudrait peut-être se mettre à regarder un peu de True Crime, non ? Elle a également dit que quand son mari est rentré le 22 septembre, il était seul, et le SUV qu'il avait loué était très sale. Il y avait des bidons d'essence dedans. Sean avait des griffures sur les bras, et ses vêtements étaient déchirés. Pour les enquêteurs, ces informations ne laissent évidemment rien présager de bon concernant Joy. Malgré tout, ils ne peuvent pas encore agir. Ils n'ont pas assez d'éléments pour obtenir un mandat de perquisition. Sean dit que Joy est partie volontairement. Quant à Sheila, elle confirme qu'elle n'était pas là et que le sang qu'elle a vu pourrait effectivement provenir d'une blessure accidentelle. Ainsi, les semaines passent et l'enquête se poursuit. Les policiers continuent à creuser autour de Sean, en interrogeant toutes les personnes qu'ils connaissent. Et c'est là que ça devient intéressant pour eux, parce qu'un de ses collègues leur raconte que quelques semaines avant la disparition de Joy, Sean n'a pas été très tendre avec elle. Il avait dit à sa compagne qu'elle avait 2 semaines pour se ressaisir,
si elle ne voulait pas être virée de la maison. Des amis de Joy confirment qu'elle était de plus en plus malheureuse ces derniers mois, notamment parce qu'en plus d'étouffer, elle se sentait contrôlée. Une autre information importante émerge aussi à ce moment-là. Elle n'avait pas de passeport et n'en a jamais eu. Alors comment aurait-elle pu partir en Europe, que ce soit avec un ex ou un parfait inconnu? Confronté à nouveau, Sean hésite. Puis il change encore une fois de version. Il dit qu'en vérité, elle voulait pas vraiment aller en Europe. C'était une façon de parler. Elle voulait partir en voyage, mais elle savait pas trop où. Pourquoi Sean continue-t-il de modifier son histoire? À ce stade, il paraît évident qu'il cache quelque chose. Mais l'enquête piétine parce qu'en l'absence de preuves concrètes qu'un crime a été commis, les autorités sont bloquées. Officiellement, Joy est toujours portée disparue et, sans réelle surprise, elle ne refait pas surface. Mais sa famille et ses amis ne lâchent rien. Ils appellent régulièrement la police, demandent des nouvelles et insistent pour qu'on continue à la chercher. Le 20 octobre 2003, soit un mois après la disparition de Joy, Linda Cousine passe à l'action. C'est cette enquêtrice spécialisée dans les disparitions du département de police de San Diego qui a été assignée au dossier. C'est une femme expérimentée et tenace, qui a un instinct aiguisé. Or, toute cette affaire lui souffle que Sean ment comme un arracheur de dents. Elle décide donc de rendre une visite surprise à Sheila sur son lieu de travail, juste pour avoir une conversation avec elle, en dehors de tout cadre formel. Linda débarque dans l'après-midi et demande à parler à l'épouse de Sean en privé, ce qui surprend visiblement cette dernière et la met très mal à l'aise. La policière lui explique calmement qu'elle sait que quelque chose ne va pas, et que rien ne colle dans cette histoire de départ à l'étranger. Linda regarde Sheila dans les yeux et lui dit qu'elle va venir chez elle dans les prochains jours pour fouiller la maison, notamment pour examiner les affaires de Joy et voir ce qu'elle a laissé derrière elle. Après ça, Sheila rentre chez elle complètement bouleversée, mais aussi et surtout bien décidée à avoir une discussion sérieuse avec Sean le soir même. Le jour suivant, quelque chose bascule. Selon le témoignage de Sheila, Sean lui aurait fait une révélation dans la soirée du 21 octobre. Et c'est assez grave pour la mettre en larmes, voire dans un état hystérique. À cause du privilège conjugal, une grande partie de ce que le couple s'est dit à ce moment reste inconnue. Mais apparemment, c'était contraire à tout ce que Sean avait raconté depuis le 19 septembre. En tout cas, quelques heures après cette discussion mouvementée, vers 21h, l'homme monte dans sa voiture et roule jusqu'au centre-ville de San Diego. Il se gare d'abord devant le commissariat central de police. Mais il n'y a personne. Et le bâtiment est fermé. C'est déjà trop tard. Alors il continue jusqu'à la prison du comté, à quelques rues de là, et il y arrive vers 21h15. Sean entre dans le hall réservé aux visiteurs, s'approche du comptoir derrière lequel se trouve l'adjoint du shérif de garde, puis il dit calmement qu'il a tué quelqu'un, et veut se rendre. En réponse, on lui demande évidemment qui il a tué, et il répond « Joy Risker ». Sean précise qu'elle est toujours portée disparue, et que Linda Cousine enquête sur l'affaire. L'adjoint du shérif le retient, le temps de contacter le département de police de San Diego, puis un officier arrive pour le prendre en charge. En route vers le commissariat, Sean n'arrête pas de parler, même si on lui pose aucune question. L'homme dit qu'il espère faire ce qu'il faut, qu'au cours du dernier mois, il a perdu 11 kilos, et qu'il est fatigué de mentir à tout le monde pour couvrir ce qu'il a fait. Sean soutiendra plus tard qu'il s'est rendu parce que c'est ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais les enquêteurs savent que c'est surtout parce que Linda a fait pression sur Sheila, et qu'à son tour, elle a poussé son mari à avouer son crime. À son arrivée au poste, Sean est interrogé par un détective de la brigade des homicides. Et il réitère ses aveux. Oui, il a tué Joy. Seulement, quand on lui demande où se trouve le corps, il change de ton et demande un avocat. Sean raconte qu'il ne dira pas où est la dépouille de Joy, ni comment il s'y est pris pour commettre le meurtre, puis il se ferme complètement. C'est donc sur la base de cette confession partielle qu'il est arrêté. Mais les autorités ne peuvent pas encore l'inculper formellement. Les enquêteurs doivent trouver plus de preuves que ça. Et ils n'ont que 72 heures pour en rassembler suffisamment. S'ils n'y parviennent pas avant la fin de ce délai, ils devront relâcher Sean. Une véritable course contre la montre s'engage alors. Avec l'accord de Sheila, les enquêteurs peuvent à présent fouiller la maison, et une équipe s'y rend immédiatement. Ils découvrent des traces de sang dans plusieurs pièces, et saisissent aussi l'ordinateur de Sean. Un examen du PC révèle qu'il a servi à envoyer tous les mails prétendument écrits par Joy à ses amis. Les enquêteurs se procurent également les relevés de cartes de Sean, et constatent qu'il a fait des achats dans un magasin de bricolage le 13 septembre 2003, soit 6 jours avant qu'on ait perdu totalement la trace de Joy. Et la liste des articles qu'il s'est procurés a des airs de liste de courses pour tueurs en série. Il a acheté une scie à métaux, une pelle, un pic à glace, une masse, une bâche, mais aussi une hache, un burin, des gants, du ruban adhésif, 2 cadenas, 68 mètres de corde. Et pour finir,
15 mètres de chaîne. Des choses qui n'ont d'ailleurs jamais été retrouvées, mais révèlent clairement que le meurtre de Joy a été prémédité, voire même brutal. Sean savait qu'il allait la tuer à l'avance. Sheila confirme même que le 13 septembre, il est également allé chez Walmart. Là-bas, il s'est procuré une grande glacière, des gants supplémentaires, des seaux de peinture de 18 litres, 2 rouleaux de bâche plastique, du ruban adhésif et un couteau de boucher doté d'une lame de 20 cm, ainsi qu'un escabeau de 1,80 m. Sheila affirme que Sean a mis tout ça dans le garage en disant qu'il allait s'en servir pour effectuer des travaux de jardinage, ce qu'il n'a jamais fait. D'ailleurs, elle soutient que son époux n'est pas bricoleur pour un sou. Il n'a même pas de connaissances dans aucun de ces domaines. Alors, pourquoi aurait-il acheté tout ça ? Si ce n'est pour avoir de quoi commettre un meurtre et se débarrasser du corps après. Les enquêteurs obtiennent aussi la confirmation que, comme l'avait dit Sheila, Sean a effectivement loué un Dodge Durango pour le week-end. Quand il l'a rendu à l'agence de location, son compteur affichait environ 1900 km en plus. Sean refuse toujours de révéler où il a enterré Joy, mais à présent, les policiers ont assez de preuves pour lui coller son meurtre sur le dos. Le problème, c'est qu'en l'absence de corps, obtenir une condamnation risque d'être difficile. Les semaines passent et, encore une fois, l'enquête semble être dans une impasse jusqu'à ce que 3 mois plus tard, le 10 janvier 2004, quelque chose d'inattendu se produise. Ce jour-là, un guide de chasse se promène dans le désert de Maricopa County, dans l'Arizona. C'est une zone isolée et aride, où peu de gens osent s'aventurer. Par chance, cet homme fait exception. Et là-bas, il tombe sur quelque chose d'étrange sous un arbre Pablo Verde. Il trouve une sorte de cairn, des centaines de pierres empilées avec soin, comme si on avait voulu bâtir un monument. Le site dégage une odeur faible, mais reconnaissable, celle de la viande pourrie. Intrigué et inquiet, le guide de chasse contacte son fils, un ranger fédéral du Bureau of Land Management, qui débarque rapidement pour déplacer quelques pierres. Il découvre alors ce qu'elles cachent, et pourquoi une odeur nauséabonde s'en dégageait. Des restes humains, en décomposition, enfouis en dessous. L'anthropologue médico-légal examine les ossements retrouvés dans le désert, et ses conclusions sont glaçantes. La victime a été poignardée au moins 9 à 11 fois au niveau de la poitrine. Son visage a été fracassé à coups de masse, provoquant un traumatisme contondant massif. Les os de son visage ont été complètement détruits. Ses dents ont été sciées et excisées, tout comme sa mâchoire. Les bouts de ses doigts ont également été coupés, probablement sectionnés avec un couteau de boucher. Toutes ces mutilations ont été effectuées post-mortem, sûrement dans le but d'empêcher une éventuelle identification. Et on peut dire que ça a été efficace, parce que les restes de cette malheureuse victime sont en si mauvais état que 8 mois sont nécessaires pour les identifier formellement. Ce n'est qu'en septembre 2004 que les tests ADN confirment qu'il s'agit bien du corps de Joy Lynn Risker. Avec ces informations et toutes les preuves accumulées, il devient enfin possible de savoir ce qui s'est passé le 19 septembre 2003, jour où la jeune mère a trouvé la mort à 25 ans. Ce soir-là, Sean a emmené Joy dîner à l'hôtel Del Coronado, un palace historique en bord de mer construit en 1888, un endroit qui a accueilli des présidents américains et des stars de cinéma. Un lieu magnifique, presque ironique pour un dernier repas. Selon la défense de Sean, il voulait juste mettre un ultimatum à Joy. Soit elle acceptait le mode de vie sur lequel il s'était mis d'accord, soit elle devait partir. Toujours selon l'accusé, lui et Sheila s'étaient lancés dans cette relation polygame les yeux grands ouverts. Joy se serait quant à elle contentée de profiter pleinement de la situation pour servir ses intérêts personnels, notamment en suivant des cours de langue des signes aux frais de la famille et en ayant une vie sociale étendue. Une vie sociale et des cours ? Oh non mais quel crime atroce! Ça vaut au moins un meurtre ça, c'est évident! La défense de Sean va même jusqu'à dire que Joy était devenu un fardeau pour les Goff et qu'avec Sheila, ils avaient déjà abordé la question de l'ultimatum. Après leur dîner au Del Coronado, le couple est rentré à Kensington et c'est là que tout a basculé. Concernant la suite, on a 2 versions. La version de Sean, basée sur du vent, et la version reconstituée par les enquêteurs, basée sur les preuves médico-légales. Je pense qu'il y en a une évidemment plus crédible, mais je vais quand même vous exposer les deux. Sean dit qu'il a montré à Joy une photo sur laquelle on la voyait, soi-disant, frapper l'un de leurs enfants, raison pour laquelle il voulait mettre fin à la relation et obtenir leur garde. La dispute aurait alors dégénéré. Joy aurait saisi un couteau et l'aurait menacé. Puis il se serait battu, et à un moment donné, Sean aurait réussi à lui arracher le couteau des mains et l'aurait poignardé. Il dit qu'il a paniqué, et qu'il ne voulait pas la tuer, que c'était un accident qui s'est produit dans le feu de l'action. Voilà pour sa version.
Mais les preuves médico-légales racontent une histoire très différente. Les traces de sang retrouvées dans la chambre de Joy et dans la salle de bain adjacente prouvent qu'elle a été tuée dans la pièce. L'un des 9 à 11 coups de couteau qu'elle a reçus dans la poitrine a atteint directement son cœur. Des coups de lame, tous portés vers le bas, ce qui suggère que Joy était au sol à ce moment-là, pas debout en train de se battre avec Sean. Un couteau planté en plein dans le cœur d'une personne en position de faiblesse, c'est difficilement accidentel. Ensuite, et c'est là que ça devient vraiment sordide, Sean a sévèrement mutilé le corps de Joy après sa mort. Il l'admet sans oublier de ramener son excuse de panique sur le tapis. C'est soi-disant pour ça qu'il aurait décidé de dissimuler le crime. Les enquêteurs pensent qu'il a utilisé tout ce qu'il a acheté le 13 septembre. La scie pour les dents et la mâchoire, le couteau pour les doigts et la masse pour le visage. Sean a ensuite emballé les restes de Joy dans des bâches plastiques, puis il les a probablement placés dans de grandes glacières achetées chez Walmart. Il avoue lui-même qu'après ça, il a chargé le corps dans un conteneur en plastique et a roulé toute la nuit en direction de l'Arizona. Puis il a conduit à travers le désert, en direction de l'Est, jusqu'à trouver cet endroit isolé dans le comté de Maricopa. Un endroit où personne ne va jamais. Sauf en cas de situation exceptionnelle du genre cadavre démembré sur les bras. Sean admet avoir creusé une tombe peu profonde dans le désert près de Gila Bend pour pouvoir y déposer le corps de Joy. Et puis, une pierre à la fois. Il a construit ce cairn. Des heures durant, il a patiemment empilé des centaines de pierres volcaniques les unes sur les autres. Un tombeau au milieu de nulle part. Monument macabre destiné à cacher le fruit de son crime sordide à jamais. Après ça, Sean est remonté dans le Durango et a repris la route vers San Diego. Il est rentré chez lui le 22 septembre, tôt dans la matinée, épuisé et couvert de poussière. Et pendant les semaines qui ont suivi, il a joué un rôle en manipulant tout le monde. Il a commencé par envoyer de faux mails depuis son PC en se connectant sur la boîte mail de Joy. Sean a raconté à ses proches qu'elle était partie en Europe, pleuré au téléphone avec ses amis, et même prétendu l'avoir emmenée dans un hôpital local pour soigner sa coupure. Sauf que les enquêteurs ont vérifié. Le centre médical en question n'a trouvé aucune trace de ce passage. Sean a carrément essayé de vendre le lit de Joy et prévoyait de se débarrasser aussi de sa voiture. Pendant tout ce temps, la jeune femme était déjà morte et enterrée, à des centaines de kilomètres de là. Sean pensait sincèrement qu'il allait s'en tirer au calme parce que, sans corps, personne ne pouvait prouver quoi que ce soit. Mais il a sous-estimé 3 choses. La première, c'est qu'il est totalement con. Ensuite, la ténacité de la police et des amis de Joy, qui ont refusé d'abandonner. Et enfin, le hasard, qui a attiré ce guide de chasse vers ce cairn de pierre dans le désert. Maintenant que le corps a été retrouvé et identifié, Sean peut être formellement inculpé de meurtre au premier degré. Et donc avec préméditation. Après avoir découvert qu'il n'était pas le plus malin, il risque un beau retour de flamme. Le procès de Sean Goff s'ouvre au cours de l'été 2006, soit près de 3 ans après le meurtre. Comme vous le savez déjà, il ne nie pas qu'il a tué Joy et mutilé son corps avant de l'enterrer dans le désert. Non, sa stratégie est de plaider la légitime défense. Un accident, une bagarre qui a mal tourné, suivi de mauvaises décisions prises à cause de la panique. Seulement, les achats suspects du 13 septembre tendent à prouver qu'il avait bel et bien planifié tout ça au moins 6 jours avant de passer à l'acte. Life Wright, l'ami de Sean, affirme à la barre qu'ils discutaient souvent de criminologie ensemble, de comment s'y prendre pour commettre le crime parfait. L'homme pensait que le meurtrier réfléchissait peut-être à l'intrigue d'un futur roman policier ou d'un film. Sans le savoir, Life a peut-être aidé Sean à essayer de trouver la meilleure méthode pour tuer Joy et se débarrasser de son corps sans se faire prendre. Quelques semaines avant sa disparition, il a même dit clairement qu'il devait se débarrasser d'elle. Sheila, à présent divorcée du meurtrier, témoigne aussi pour l'accusation. Pendant des années, Sean l'a contrôlée en la manipulant. Au moment des faits, elle était prête à le croire, presque quoi qu'il dise. Ce qui explique qu'elle n'a pas tiqué sur le sang nettoyé ni sur le départ soudain de Joy. Puis Sean prend la barre à son tour, calme et posé. C'est là qu'il raconte la version probablement mensongère que je vous ai exposée plus tôt. Une histoire qui apparaît peu crédible au vu de tout ce que les enquêteurs ont découvert, et de la personnalité de Sean en elle-même. En juillet 2006, le verdict tombe. Coupable de meurtre avec préméditation. À l'annonce de sa sentence, Sean bronche pas. L'équipe de défense demande à ce que l'accusation soit réduite à homicide volontaire. Cette requête est bien sûr refusée. Le mois suivant, Sean est condamné à une peine allant de 25 ans de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. La peine maximale possible pour meurtre à l'époque dans cet état. Lors de cette audience, Sean présente des excuses. Il dit qu'il veut demander pardon à tous ceux à qui il a fait du tort, surtout ceux qui aimaient Joy.
Il raconte qu'il pleure sa perte pour lui-même et ses enfants. Les meurtriers ont quand même l'air d'avoir un don quand il s'agit de se faire passer pour les victimes de leurs propres crimes ou de faire les pleureuses. Le 19 septembre 2006, Sean dit à un journaliste de NBC Dateline que Joy est morte 3 ans auparavant, pas qu'il l'a tuée 3 ans auparavant. Comme s'il était dans le déni. Incarcéré à la Valley State Prison à Chowchilla, en Californie, il devient éligible à une conditionnelle en décembre 2023, après avoir purgé 20 ans de sa peine. En avril 2024, une audience a lieu. Mais une pétition a déjà massivement circulé pour empêcher sa sortie et rassembler des milliers de signatures. La famille de Joy, ses amis et même des centaines d'inconnus se sont mobilisés pour s'assurer que celui qui l'a tué croupira bien derrière les barreaux. Et ça marche parce que la libération est refusée à Sean pour au moins 3 ans. Âgé de 58 ans aujourd'hui, il restera donc en prison jusqu'en 2027 minimum, année durant laquelle il pourra à nouveau demander à être libéré. Les 2 fils de Joy sont maintenant adultes, mais ont été élevés loin de tout ça, protégés de l'horreur du crime commis par leur père. Ils ne savent probablement pas tous les détails sordides de ce qu'il a fait à leur mère. Sheila a refait sa vie, après avoir eu le courage de témoigner contre l'homme qui l'a manipulée à sa guise pendant tant d'années. Celui qui l'avait épousée alors qu'elle n'était qu'une adolescente de 17 ans, et était même arrivé à la convaincre qu'il fallait être polygame pour respecter la volonté de Dieu. Life, l'ami de Sean, a écrit un livre sur l'affaire. Dans ce livre, celui qui était le meilleur ami du meurtrier et a passé des années en ministère avec lui, tente de comprendre. Il admet aussi son propre rôle involontaire dans cette tragédie. Quand il discutait avec Sean de la façon de commettre le crime parfait, il pensait qu'il parlait fiction, alors qu'en fait, il parlait réalité. Joy avait 25 ans. Et à l'âge de 16 ans, elle est tombée sur un prédateur. Un homme qui a utilisé Dieu pour asseoir peu à peu son emprise sur elle et a allègrement profité de son manque de figure paternelle pour s'immiscer dans sa vie. Son passage à l'acte était entièrement calculé. Il ne pouvait pas être cet homme, incapable de retenir une femme qui voulait le quitter. Il fallait qu'il préserve sa réputation, qui en aurait pris un coup. Alors, pour que Joy ne puisse jamais partir, il l'a tuée. Un odieux crime d'orgueil commis par un individu narcissique à l'ego fragile qui s'est finalement révélé être tout ce qu'il ne voulait pas devenir, un faible. Voici pour cette affaire du pasteur au slip bouillant. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez pervers en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas le podcast sur Spotify avec le lien en description. Allez mettre 5 étoiles, ça m'aide aussi beaucoup ça d'ailleurs. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.